Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. En manchette ce soir, en route vers l'électrification à Kishisakik. Les travaux sont entamés et la fin est prévue d'ici 2025. Le projet avance rondement. Québec est accusé de ralentir la protection du caribou. On ne le protège pas parce qu'il est sur nos 25 cents ou parce que c'est une belle bébête à poil. Il y a des raisons importantes derrière la protection du caribou. C'est pas un manque de connaissances qu'on a, c'est simplement un manque de volonté politique. Et entrée en vigueur de la loi sur l'encadrement du travail des enfants. On n'a pas de perte additionnelle au niveau du personnel en ce moment. Nous, on a toujours accompagné nos étudiants dans les études puis dans leur activité aussi à l'extérieur de l'école. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. Les travaux avancent rapidement pour brancher Kishisakik à l'électricité. Hydro-Québec dit respecter son échéancier de 2025. Les détails avec Vincent Tremblay. Les travaux d'une ligne électrique de 25 000 volts entre Val-d'Or et Kishisakik avancent rondement. Hydro-Québec confirme que l'important chantier sur la 117 est sur le point de débuter. Le déboisement pour l'accueil de la nouvelle ligne va commencer dès cet automne. Les contrats sont sur le point d'être octroyés. Concernant le plantage des poteaux et de tous les équipements de la ligne, ça va se faire entre le printemps 2024 et jusqu'en 2025. On parle de plantage de poteaux, installation des câbles, des transformateurs, de toutes les pièces du réseau le long de la route 117. Et on anticipe une mise en service de cette nouvelle ligne-là dans le courant de l'année 2025. À Kishisakik, les membres de la communauté sont fébriles. Vous le voyez sur les images, certaines maisons ont déjà installé les appareils pour recevoir le courant et même une unité à la fine pointe de la technologie pour permettre d'utiliser la fameuse génératrice sur le circuit électrique. Le chef Régis Pénassoué se dit satisfait par l'avancée des travaux. Le projet en soi, ça s'avance. Comme c'est là, des maisons là, par chez nous, il y a des préparations pour accueillir la ligne électrique qui se fait en ce moment. L'entente entre Hydro-Québec, le gouvernement et Kishisakik a été signée le 2 mai 2022. Quelques mois plus tard, Sophie Brochu quittait son poste. Le ministre des Relations avec les Autochtones et les Inuits, Yann Lafrenière, a dû rassurer le chef de la communauté à la suite du départ de la PDG d'Hydro-Québec. Effectivement, l'entente tient et je veux vous rassurer, M. Sebia va me rencontrer tout prochainement. Ça fait partie de ses 4 priorités. La 4e priorité, je ne me trompe pas, qui est établie clairement. Alors, pour M. Sebia, c'est important. On est dans la continuité pour les relations avec les Premières Nations, les Inuits. Alors, il veut continuer cet engagement-là. Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec va mettre sur pied une ligne d'information téléphonique 24 heures sur 24 pour permettre aux citoyens de Kishisakik de poser leurs questions. La porte-parole d'Hydro-Québec assure qu'un suivi rigoureux sera effectué. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. La Société pour la nature et les parcs accuse le ministère des Ressources naturelles et des Forêts d'empêcher la protection du caribou. Chez nous, le peu de naissances à Val-d'Or rappelle que le temps presse afin de préserver l'espèce. André Audet. Le signal pour les populations qui ont été mises en enclos, c'est qu'il ne faut pas se rendre là. Les mises en enclos, c'est des mesures extrêmes. En plus, là, cette année, ça n'a vraiment pas bien été à Val-d'Or. Il n'y a eu aucune naissance. La Société pour la nature et les parcs section Québec en a assez. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle attend la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards du gouvernement Legault. Il y a vraiment urgence d'agir. On attendait la stratégie au mois de juin. Déjà, il y a 5 ans de retard. Faut avoir ça là, en tête aussi quand on pense à cette stratégie-là. En protégeant le caribou qui a besoin de grandes forêts intactes, on protège toute la forêt boréale, en fait. On protège toutes les espèces qui vivent avec lui. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Même son de cloche du président de l'Action boréale, Henri Jacob, qui milite pour la protection de la forêt boréale, notamment dans la région. Dès l'arrivée en poste de la CAQ, nous lui avons soumis un plan de rétablissement. À l'intérieur du plan de rétablissement, naturellement, il y avait le retrait de toute exploitation forestière pour la harde de Val-d'Or et aussi un plan de réintroduction pour réussir à remonter la population. Il y a un peu plus de 2 semaines, en raison des feux de forêt, Ottawa a confirmé qu'il n'impose plus de date butoir au gouvernement provincial afin qu'il dévoile son plan d'action pour la protection des caribous. Les feux de forêt ont un petit peu le dos large là, dans ce dossier-là. On a publié une carte hier qui montre qu'il y a à peine moins de 5 en fait, de la zone de la stratégie caribou qui a été touchée par les feux cet été. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, encore une fois, c'est une raison économique
qui fait en sorte là, qu'on retarde la stratégie. En fait, selon nos sources, c'est vraiment le ministère des Forêts, encore une fois, qui bloque, qui veut recalculer là, ce qu'on appelle la possibilité forestière, donc le bois qui a été affecté par les feux. L'Action boréale promet de ne pas baisser la garde dans le dossier de la protection du caribou et accentuera la pression sur le gouvernement Legault. On va développer une stratégie d'intervention peut-être un peu plus directe que ce qu'on a présentement. Parce que la discussion ne fonctionne pas, la concertation ne fonctionne pas avec ce gouvernement-là. Nous, on a tout le temps l'impression qu'il y a un mépris. Par courriel, le cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts affirme poursuivre le travail en vue du dévoilement de la stratégie de protection des caribous qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. André Audet, RNC Nouvelles. C'est aujourd'hui que les nouvelles mesures de la loi 19 qui limitent les heures travaillées par les enfants durant l'année scolaire entrent en vigueur. Yoann Carrière nous résume les impacts de cette loi. La loi 19 du gouvernement du Québec est en vigueur depuis aujourd'hui. Cette nouvelle loi limite à 17 le nombre d'heures travaillées par les enfants qui fréquentent l'école. Un maximum de 10 heures peuvent également être effectuées du lundi au vendredi. Du côté du Saint-Hubert de Val-d'Or, le copropriétaire Jean-François Rossignol indique que les nouvelles mesures n'ont pas nécessairement d'impact négatif de son côté. Ses employés étudiants ne dépassaient déjà pas les limites de 17 heures par semaine. Non, on n'a pas de perte additionnelle au niveau du personnel en ce moment. Nous, on a toujours accompagné nos étudiants dans les études puis dans leur activités aussi à l'extérieur de l'école. Puis à l'extérieur du travail, ils font beaucoup de sport, des activités avec des activités scolaires, des activités artistiques, du cheerleading. Donc pour nous, on a toujours priorisé ces activités-là avant le travail. Donc on travaille beaucoup aussi, on communique beaucoup aussi avec les parents pour voir comment ça se passe à l'école avec les jeunes. Les nouvelles mesures ne causent donc pas de problématiques additionnelles pour M. Rossignol. Il indique que le défi a été plus grand lorsque le gouvernement a interdit aux enfants de 14 ans et moins de travailler. Pour nous, la rentrée, ça a toujours été un peu un casse-tête, une problématique, dans le sens où tous nos étudiants, chaque année, ils s'en vont étudier. Donc, on est quand même habitués à ça. Où nous, ça nous a vraiment fait mal, c'est plus au début de l'été, quand nos jeunes de moins de 14 ans ont quitté. Nous, on pensait les avoir un petit peu pour l'été, venir combler les périodes de vacances. C'est là que ça nous a plus fait mal qu'aujourd'hui. Il est également à noter que les limites d'heures travaillées ne s'appliquent pas durant des congés de plus de 7 jours consécutifs. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous en accord avec les nouvelles mesures proposées par Québec? Vous avez répondu oui à 66%. En santé maintenant, même si on n'en parle plus vraiment de la pandémie de COVID-19, le coronavirus est toujours en dormance en Abitibi-Témiscamingue et la Direction générale de santé publique s'attend à une reprise de la transmission du virus dans les semaines à venir. Le CISAT rappelle donc qu'il faut être à l'affût du moindre symptôme et réagir dès l'apparition de difficultés respiratoires notamment. Dans les 2 dernières semaines, on voit une légère hausse. Encore une fois, ce n'est pas encore alarmant, mais ça nous indique qu'il va y avoir encore des transmissions cet automne. C'est pour ça que ça va être important que les gens commencent à appliquer des gestes pour réduire la transmission. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on présente une fièvre, on reste à la maison. Si on a des symptômes respiratoires, on limite nos déplacements. Comme à chaque jour férié, on se demande toujours qu'est-ce qui est fermé ou ouvert pour la fête du travail lundi prochain. Eh bien, vous allez voir le tableau qu'on a préparé. Tous les établissements commerciaux sont fermés, de même pour les établissements d'alimentation et les SAQ, excepté pour les petites surfaces. Finalement, les pharmacies peuvent ouvrir toute la journée avec une restriction de plus 4 personnes. Et est-ce que la cueillette de champignons sauvages vous a-t-elle déjà tenté? Eh bien, la Fédération québécoise des groupes de mycologues tient une rencontre annuelle d'ici lundi à Tressesson. Sophie Mediavilla-Rivard a prudemment visité l'endroit. Ça ressemble à un matsutake. Un matsutake, t'es pas sérieuse. Une centaine de mordus de champignons venus de partout au Québec sont réunis à Tressesson pour le colloque annuel de la Fédération québécoise des groupes de mycologues. C'est la première fois que l'activité se déroule en Abitibi-Témiscamingue. De la cueillette en forêt et des conférences ont lieu depuis jeudi. C'est vraiment notre passion, puis on adore ça. Nous autres, on est marrons. La rencontre avec les gens, puis en même temps, c'est une façon de faire un peu de tourisme. 8 heures de route pour se rendre ici.
Mais ça vaut la peine, c'est plein. Tu as la relève, puis tu as l'expérience. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Selon le groupe de mycologues amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue, la région abrite plus de 330 espèces de champignons qui prolifèrent dans le climat plus nordique et les fortes pluies du mois d'août ont mené à une saison exceptionnelle. Cette mousse, puis les lichens, puis les sphingnes, probablement, ça tient la sol humide. Et puis, je pense que la base, c'est un peu sableux. Alors, c'est très propice. Puis, il faut dire que la plupart des champignons qu'on trouve, ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec les racines des arbres. La Fédération remarque une popularité grandissante de la cueillette de champignons. Il y a plein de champignons intéressants qui poussent pour la bouffe. C'est peut-être pas notre premier intérêt. Nous autres, on veut connaître la diversité des champignons. Mais il peut y avoir des cueillettes qui présentent un intérêt économique. Cette activité impose toutefois la prudence. Elles sont blanches, alors non, c'est pas le petit... Le Centre de santé et de services sociaux régional rappelle qu'il est primordial de bien identifier les spécimens cueillis à l'aide de documentation appropriée ou d'un expert, particulièrement sur les terrains résidentiels avec de jeunes enfants. On peut en mourir si on consomme les espèces, on va dire, les plus toxiques, là, notamment la manite vireuse, qui est un champignon blanc. La diarrhée, on peut avoir des crampes d'estomac, on peut avoir des étourdissements, on peut même avoir des hallucinations. Pour moi, le summum du champignon, c'est les chanterelles. Et on en a trouvé un petit peu. Regardez ces œufs. Wow. Ça, c'est la chanterelle. Les cueilleurs continueront leur sortie en forêt jusqu'à lundi. Et dimanche après-midi, une exposition et des ateliers sur la cueillette et la comestibilité de champignons seront ouvertes au public. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Tressesson. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est l'un des derniers week-ends de festival dans la région pour cet été. Après la pause, on va parler du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue et également de la foire du camionneur de Barrault. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, les amateurs de légumes frais et de produits gourmands peuvent à nouveau faire leur marché public en ligne grâce à goûterat.com. Jusqu'à la fin septembre, il est possible d'encourager directement les producteurs et transformateurs de chez nous. Goûterat.com, une autre façon d'avoir accès aux produits régionaux, une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. La MRC d'Abitibi-Ouest lance le prix Hommage François Gendron, créé en l'honneur de l'homme politique pour son dévouement pendant 42 ans. La récompense vise à souligner l'apport d'une personne ayant contribué au développement du territoire. La population est invitée dès maintenant à révéler une personne dont les actions méritent d'être mises en lumière, et ce d'ici le 30 septembre prochain. Stéphanie, les personnes étaient au rendez-vous hier pour le début de la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Oui, Mélissa, et ce sont plus de 4000 festivaliers qui se sont donné rendez-vous ici même pour la première soirée du FME. On a pu voir Bon Enfant, Québec Redneck Bluegrass Project qui ont donné tout un show. Et ce soir, si vous vous en venez, à 20h sur la scène principale, on a un show spécial hip-hop pour les intéressés. Écoutez, on a entre autres Greg Baudin, 20 Some ainsi que Fouki qui vont être là. Carquois, quant à eux, vont être de passage demain à la scène Paramount. Et pour terminer, dimanche, on a la soirée métal. J'ai tellement hâte. Écoutez, je me peux plus. Mon oncle Serge s'amène avec Anonymous. Ça va se dérouler directement sur la scène Hydro-Québec. On s'attend à en avoir plein la vue. Tu sais, même les gens qui sont pas des tripeux de métal, ils viennent là, puis justement, le côté mise en scène, comique, on a des petits gags visuels, là, tu sais,
On a écumé le Dollarama puis Amazon là, pour se faire des accessoires de scène un peu cheapo, mais qui fonctionnent bien. Alors, c'est ça. Fait que, on a mis... Moi, j'ai jamais fait un show avec une mise en scène aussi élaborée. Bon, on n'est pas Rammstein, là, évidemment, mais tu sais, c'est comme Rammstein Dollarama, un peu notre affaire. Et Stéphanie, on ne pourrait pas passer à côté de la 35e édition de la Foire du camionneur de Barrault. Oui, et les festivités vont durer, Mélissa, jusqu'à lundi. On s'attend à voir quand même beaucoup de monde. On a de la belle température qui est au rendez-vous aussi. On parle de près de 70 000 spectateurs qui risquent d'être là. Écoutez, on a des compétitions de camions, des parades de camions, des jeux gonflables pour les enfants, des tirages et tout plein de spectacles, dont celui de Matling ce soir. On dit même qu'on a battu un record cette année concernant la vente de ces billets de spectacle. On est surpris du succès. Je vous dirais qu'en 35 ans d'histoire, c'est la première fois que ça nous arrive qu'en mettant les billets en vente, que dans la même journée, tous les billets sont vendus. On est sold out depuis la première journée de vente des billets. C'est jamais arrivé en 35 ans d'histoire. C'est un événement familial. Alors, venez en grand nombre, venez nous voir, venez faire votre tour. Il n'y a aucun frais pour venir nous voir durant la journée. Alors, venez profiter de ce beau week-end, un des derniers de l'été d'ailleurs. Et petit rappel pour les intéressés, écoutez, ça va se dérouler le jeudi 7 septembre prochain. 19h30, on a un beau spectacle bénéfice au profit de la Fondation CHUM. C'est au Théâtre Télébec de Val-d'Or que ça va se dérouler. Tous les fonds amassés vont directement à la Fondation. Mesmer va être là. On a également Guillaume Laroche, Marie-Hélène McGuire-Lavoie. Et c'est une initiative du Val-d'Orien, Marc-André Gauthier, qui a dû bénéficier de soins dus à une opération. Et son but, c'est justement d'aider la population. Je me dis, tu sais, on a réussi à sauver une vie. Mais ça, ces vies-là, là, si on les sauve, là, c'est avec des sous ramassés. C'est pour ça que je vise spécifiquement à donner ça à un centre de recherche pour pouvoir agrandir l'opportunité de guérir d'autres personnes. L'important, c'est de voir le bienfait que ça nous donne pour pouvoir continuer à vivre, puis être là pour nos enfants, être là pour ceux qu'on aime. Puis, tu sais, on en parle, j'ai émotif, là, tu sais. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Une compétition d'endurance sur l'est du territoire témiscamien qui comporte un volet international ainsi qu'un volet jeunesse. C'est ce qui résume le raid d'aventure du Témiscamingue. C'est ici à Anglier qu'aura lieu l'arrivée de la compétition. Décortiquons ensemble ce que représente cet événement sportif qui aura lieu du 7 au 10 septembre au Témiscamingue. Nous sommes avec Ambroise Lick. Ambroise, merci. Merci à toi. Le RAID a un volet international. Oui. Comment ça se déroule ou comment ça se déploie, ce volet-là? Bien, en fait, un RAID. Expliquons c'est quoi un Oui, RAID. d'abord. Donc, un RAID, c'est une course d'endurance. Une course d'endurance pour le RAID Témiscamingue, qui va être de 160 km, qui va se réaliser sur 2 jours. Ils vont faire de la course, ils vont faire du vélo, du canot, de la nage et des épreuves de corde. Donc, ça peut être des tyroliennes, ça peut être des slacklines, des zones de descente en rappel, de l'escalade. Et les raids comme ça se fait en équipe. Donc, c'est 2 participants qui travaillent en équipe et qui peuvent s'entraider l'un l'autre. Okay. Donc, ils ne peuvent pas se séparer. Ils doivent être toujours à peu près à une distance de 10 mètres l'un l'autre, mais ils peuvent s'entraider. Parlons-en de l'origine des équipes. Donc, on a des gens ici, d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue, précisément du Témiscamingue. Oui, on a 8 équipes, donc 7 du Témiscamingue. Donc, 8 équipes de l'Abitibi-Témiscamingue, dont 7 du Témiscamingue. OK. Et ensuite de ça, on a d'autres équipes canadiennes, des équipes de l'Ontario, des équipes du Québec, et on a aussi des équipes de l'international, donc la Finlande, de l'Uruguay, du Brésil, du Mexique, qui viennent justement ici pour faire cette course-là, parce que la course, le RAID Témiscamingue, fait partie d'un circuit mondial. L'idée aussi ensuite d'un RAID, c'est beau la compétition sportive, mais c'est qu'on en fait un show télé, diffusé à RDS, à TSN, mais aussi plein d'autres canaux de sport dans le monde. Et c'est traduit dans 16 langues, c'est distribué dans 165 pays.
Donc, c'est une promotion incroyable pour la région. Mais si un touriste ou une personne de la région a envie de voir cette compétition-là, comment ça fonctionne? Ce qui est le fun, c'est que c'est une programmation sur 4 jours. Cette grande programmation-là est disponible sur Internet, sur redtémiscamingue.com. Les gens peuvent justement décider de venir aux cérémonies, aux festivités. C'est tout gratuit, mais ils peuvent aussi aller à des points d'encouragement précis. Donc, on va dire... Présentez-vous à tel endroit, entre telle heure et telle heure, les athlètes vont passer. Okay. Donc, c'est très intéressant. Okay. Souvent, c'est des endroits qui sont spectaculaires. Les jeunes sont invités à participer aussi, mais dans un autre type d'épreuve, si j'ai bien compris. On en profite pour aller faire découvrir aux jeunes, justement, le plein air et développer un sentiment d'appartenance, mais aussi développer un intérêt pour le sport. Donc, on fait un raid jeunesse qui est la veille du raid international. Donc, c'est le vendredi 8 septembre. Ce raid-là, c'est les mêmes épreuves, mais au lieu d'être sur 160 km, c'est sur 20 km. Okay. Donc, en 2 et 4 heures de course, c'est quand même demandant, là. 2 et 4 heures de course, canot, vélo et tout ça. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens viennent découvrir ce bel événement-là, découvrir le territoire, puis en profiter avec leur famille. Exact. Ambroise Lick, c'est très complet comme information. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Le raid d'aventure du Témiscamingue est bien plus qu'une compétition sportive d'endurance. L'événement possède plusieurs volets importants, autant pour les citoyens et les citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue que pour la visibilité qu'il offre à notre région. Réservez les dates du 7 au 10 septembre pour une virée au Témiscamingue. Le départ se fait à Moffett et l'arrivée est ici, à Anglier. À vos marques, prêts, partez! Pascal Daou et Gina Kingsbury dans la Ligue professionnelle de hockey féminin vous dévoilent dans quelle équipe ils sont dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. L'ancien directeur général des Foreurs, Pascal Daou, a été nommé DG de l'équipe de New York dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. Il avait obtenu de l'expérience au hockey féminin avec les Carabins de l'Université de Montréal en tant qu'entraîneur adjoint. Et de son côté, la Rouyn-Norandienne Gina Kingsbury va assumer le même rôle au sein de l'équipe de Toronto. Elle quitte ainsi ses fonctions de vice-présidente aux opérations hockey chez Hockey Canada. Toujours au sport, l'adepte de dynamophilie de powerlifting Kayla Overchuk a pris le 8e rang au total et la 4e place en deadlift hier en Roumanie. L'athlète de Rouyn-Noranda a soulevé au total 472,5 kg. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. n'a pas dit son dernier mot. Oui, Mélissa, on annonce beau et chaud. C'est le moment d'en profiter à l'extérieur, mais n'oubliez surtout pas à la maison de vous hydrater. Écoutez, pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Témiscamingue, pour ce soir et cette nuit, c'est sous les nuages que ça va se passer avec un minimum de 14 au nord et 16 pour le sud. Demain, c'est alternance de soleil et de nuages pour les deux secteurs avec des risques d'orage en après-midi. Max de 24 pour l'Abitibi et maximum de 26 pour le Témiscamingue. Ça se poursuit jusqu'à mardi avec le beau temps et des températures jusqu'à 31 degrés. Bon week-end. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain avec la programmation régulière. Je vous souhaite de passer une belle longue fin de semaine. Bonne soirée.